Et si l'avenir du Mali se jouait loin de Bamako, dans la poussière brûlante du Sahel? On croit souvent que le destin d'un pays se décide entre les murs de sa capitale. Pourtant, au Mali, la vraie partie se déroule à plusieurs centaines de kilomètres de là, sur des pistes effacées par le vent. Deux villages presque invisibles sur une carte, le Tabancourt et Intilé, pèsent d'un poids inattendu sur la stabilité nationale. Pourquoi ces points isolés suscitent-ils tant d'inquiétude parmi les chefs militaires et les diplomates? Car, dans l'ombre du désert, ce sont des carrefours clandestins. Hommes, armes, fortune y circulent loin des regards officiels. Les groupes armés connaissent chaque recoin, franchissent les frontières et défirent l'État. Ici, chaque convoi ou rencontre secrète peut faire basculer la sécurité du pays. Perdre la main sur ces zones, c'est risquer de céder ses ressources, sa souveraineté et même son avenir. Ce qui se joue au Tabancourt et à Intilé dépasse l'anecdote. Dans le silence du Sahel, c'est la survie de tout un État qui se décide, loin des caméras. Ignorer ces enjeux, c'est ouvrir la porte à l'effondrement, morceau par morceau, au profit de forces obscures. Mais comment le sort de tout un pays s'est-il retrouvé suspendu à deux villages perdus? Pour le comprendre, il faut remonter les méandres de l'histoire du Sahel et découvrir comment la lutte pour la souveraineté s'est enracinée dans cette région hors norme. La géographie du Sahel, entre immensité et fragilité, a toujours façonné le destin des peuples qui l'habitent. Avant tout, il faut explorer comment ces marges sont devenues le cœur battant des enjeux maliens. Le Sahel, vaste bande de terres arides, ne se limite pas à une frontière tracée à la règle. Ici s'entrecroisent affrontements, ambitions et trafics, dessinant une mosaïque mouvante où chaque force tente d'imposer sa loi. Dans le nord et l'est du Mali, l'autorité de l'État s'effrite. Sur ces terres, les règles évoluent au gré des rapports de force. Groupes armés, trafiquants et puissances étrangères se disputent l'influence, tandis que les chefs traditionnels cherchent à préserver leur pouvoir ancestral. La présence officielle s'amenuise. Les routes principales passent sous le contrôle de milices et la notion de sécurité dépend davantage d'accords précaires que de lois nationales. Le quotidien s'organise autour du provisoire, soumis à l'imprévu et à la peur. Au cœur de cette économie souterraine, l'or règne en maître. Les mines, bien souvent illégales, s'étendent comme des cicatrices dans la région. Elles attirent aussi bien les jeunes en quête d'avenir que les groupes armés cherchant à financer leur lutte. Contrôler un seul site aurifère, c'est s'arroger le pouvoir de modifier l'équilibre local, de renforcer ou de saper la fragile autorité de l'État. Dans ce contexte, la survie individuelle prime. Civils, bandits, rebelles et mercenaires rivalisent donc pour s'approprier les ressources. La cohésion sociale s'effrite, rongée par la peur, la méfiance et l'appât du gain. Lorsque l'État perd la main sur ses richesses, il abandonne les leviers de son futur. Laisser ces zones s'échapper, c'est accepter que des acteurs non étatiques dictent le tempo, fragilisant la souveraineté et fragmentent le territoire malien. Les enjeux dépassent les simples frontières. Il en va de la sécurité, de la stabilité économique et même de l'intégrité du pays. Dans le Sahel, chaque décision pèse sur l'avenir du Mali et de ses voisins. Pour mieux comprendre, il suffit de regarder les exemples de l'histoire récente. En 2012, la prise de Tombouctou et de Gao par des groupes armés a montré à quel point la perte de contrôle d'une région pouvait bouleverser l'ensemble du pays. À l'époque, la communauté internationale avait été surprise par la rapidité avec laquelle ces groupes avaient pu établir leur domination, profitant de l'absence de l'État et de la porosité des frontières. C'est dans ce contexte incertain que de récentes frappes aériennes, coordonnant forces nationales et alliées, viennent bouleverser la donne au Tabancourt et à Antillet. Ces opérations marquent-elles un tournant dans la reconquête d'un territoire clé? Quand la loi du plus fort écrase celle de l'État, tout s'effondre. Dans le nord et l'est du Mali, le pouvoir n'a plus de visage officiel. Il s'incarne dans les kalachnikovs, les pelles et les sacs remplis de poussière d'or. Groupes armés, trafiquants et milices d'autodéfense se disputaient chaque parcelle de territoire, chaque once de richesse à coups d'intimidation et de violence. Désormais, les seigneurs du désert imposent leurs propres taxes, usurpant le rôle de l'État défaillant. Les sites miniers clandestins sont devenus le cœur battant de ce nouvel ordre. Des centaines de mines sauvages, camouflées dans la savane, repoussent sans cesse les maigres limites du contrôle national. Chaque jour, des foules arrivent par dizaines, parfois par centaines, dans l'espoir de décrocher la fortune. Mais ces camps sont insaisissables. Ils disparaissent à la moindre alerte, réapparaissent ailleurs, guidés par la rumeur d'une nouvelle veine. Pour les groupes armés, l'or est plus qu'une manne, c'est une arme. Ils prélèvent en leur part sur chaque pépite, verrouillent les routes d'accès et écoulent eux-mêmes une partie du trésor.
Avec ces profits, ils achètent fusils, véhicules et fidélité locale. Ici, l'or du désert fait tourner la guerre plus sûrement que n'importe quel convoi d'armes venu de l'extérieur. Prenons l'exemple du site de Kidal où, il y a quelques années, la découverte d'une nouvelle veine d'or a entraîné un afflux massif de chercheurs d'or, mais aussi de groupes armés venus prélever leur part. Cette ruée a bouleversé l'équilibre local, multipliant les affrontements et les règlements de comptes et forçant les autorités à intervenir sans pouvoir réellement rétablir l'ordre. Taban Kour et Intilet sont devenus les nouveaux centres névralgiques de cette économie souterraine. Plus que de simples villages, ils sont aujourd'hui les carrefours des flux d'or, d'hommes et de pouvoir. Les réseaux qui s'y tissent relient le Mali au Burkina Faso, au Niger, et s'étendent bien au-delà, jusque sur les marchés internationaux. Jadis ignorées, ces localités imposent désormais leur tempo à la sécurité de tout le pays. Face à cette menace, l'État malien tente de reprendre l'initiative. Les frappes militaires récentes sur ces deux bastions n'ont qu'un but: couper le nerf financier et logistique de l'insurrection. Il ne s'agit plus seulement de déployer des soldats, mais de priver les groupes armés de leur oxygène économique. Tarir la source d'or, c'est affaiblir leur emprise, briser la mécanique de recrutement et d'armement. Mais l'enjeu va plus loin que la seule sécurité. Si l'État échoue, il risque de s'effacer durablement de cette région, perdant non seulement son autorité, mais aussi la confiance de ses citoyens, qui voient dans les groupes armés une stabilité imposée. Dans ce duel sans pitié, chaque faux pas coûte cher. L'avenir du Mali, et peut-être celui de toute la région, dépend de cette reconquête face aux puissances de l'ombre. Reste à savoir si ces frappes suffiront à inverser la dynamique. Car dans cette guerre pour l'or, chaque victoire a un prix, et chaque défaite ouvre la voie à de nouveaux prédateurs. Réécrire les règles du jeu dans le ciel du Sahel, voilà l'enjeu central des frappes aériennes coordonnées qui, le 18 novembre 2025, ont marqué un basculement pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour la première fois, ces trois États ont uni leurs forces pour cibler ensemble les positions de groupes armés à Tabankour et Intilet. La précision et la synchronisation de l'opération ont surpris même les observateurs les plus aguerris de la région. Cette évolution ne doit rien au hasard. Sous la bannière de l'Alliance Sahel, structure régionale de défense inaugurée quelques mois plus tôt, les autorités sahéliennes ont décidé de reprendre la main sur leur sécurité. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent désormais mutualiser leurs renseignements, planifier leurs frappes et agir selon leurs propres priorités, rompant avec des décennies de dépendance sécuritaire imposées par l'extérieur. L'apport décisif était venu du partage inédit d'informations en temps réel. Grâce à des réseaux de surveillance intégrés, les convois ennemis ont pu être localisés, les chaînes logistiques identifiées et les bases de terroristes frappées avec une efficacité jamais vue. Les raids ont détruit plusieurs pick-up, interrompu des routes d'approvisionnement vitales et, surtout, forcé les groupes insurgés à quitter des sanctuaires occupés depuis des années. Le signal envoyé est limpide. Aux groupes armés, le ciel n'est plus un refuge et la liberté de déplacement dont ils jouissaient dans l'immensité désertique est désormais sous contrôle permanent. À la population locale, l'État, longtemps perçu comme lointain, montre qu'il peut protéger et agir concrètement. À la communauté internationale, les États sahéliens veulent démontrer qu'ils sont capables de défendre leurs frontières sans se reposer uniquement sur des soutiens étrangers. Prenons l'exemple du partenariat sécuritaire entre la France et le Mali au début des années 2010. L'opération Serval avait permis de repousser les groupes armés, mais la dépendance aux forces étrangères avait également limité l'autonomie et la légitimité de l'État malien. Cette fois, avec l'Alliance Sahel, ce sont les États sahéliens eux-mêmes qui définissent les cibles et les objectifs, transformant la dynamique régionale. Mais ces frappes sont aussi le symptôme d'une révolution plus profonde, la reconquête de la souveraineté régionale. La naissance de l'Alliance Sahel marque une rupture avec la logique de tutelle étrangère et l'affirmation d'une sécurité conçue par et pour les Sahéliens. Cette ambition s'enracine dans les réalités du terrain, loin des agendas imposés par d'autres capitales. Ce choix audacieux a cependant un coût. Les rapports se tendent avec certains partenaires occidentaux, préoccupés par la perte d'influence et la remise en cause de leurs intérêts stratégiques. Dans le même temps, de nouveaux acteurs comme la Russie ou la Turquie émergent, prêts à offrir leur appui et à bouleverser l'équilibre régional. La sécurité au Sahel devient un champ de rivalité, mais aussi d'opportunités pour redéfinir les alliances. Au final, le ciel du Sahel se transforme en un théâtre où chaque frappe, chaque décision peut consolider la stabilité ou précipiter l'isolement.
Un faux pas, une alliance mal évaluée, et l'édifice patiemment reconstruit risque de s'effondrer, ramenant la région au bord du gouffre. Mais l'enjeu dépasse la simple dimension militaire. Cette démonstration de force va-t-elle suffire à réinstaurer la confiance autour de l'État? Ou bien risque-t-elle d'attiser d'autres tensions, plus insidieuses encore? Au Sahel, les bombes ne font qu'effleurer la surface. Ce qui compte vraiment, c'est l'information, la coopération et la légitimité. La guerre moderne s'insinue autant dans l'ombre que sur le terrain visible. Pour les États sahéliens, saisir les vraies leçons de chaque opération représente une chance de rompre avec des années de fragilité et de dépendance. Première leçon, sans supériorité aérienne ni renseignements fiables, contrôler un territoire aussi vaste relève de l'illusion. Des milliers de kilomètres de pistes, de dunes et de frontières mouvantes ne laissent aucune place à la faiblesse. Investir dans la surveillance, former des analystes aguerris et garantir l'interopérabilité des systèmes s'impose comme vital. À titre d'exemple, la mise en place de drones de surveillance à la frontière nigérienne a permis de détecter en temps réel des mouvements suspects, empêchant plusieurs attaques en amont. Autrefois, l'absence de tels outils obligeait les forces de sécurité à réagir après coup, souvent trop tard. La souveraineté, pourtant, ne se joue pas qu'en altitude. L'exploitation illégale des ressources, de l'or aux minerais en passant par les terres agricoles, reste un champ de bataille central. Chaque puits d'or perdu, chaque tonne extraite hors contrôle, affame l'État et nourrit l'instabilité. Tracer, sécuriser et valoriser ces richesses locales devient un acte de souveraineté autant qu'un impératif économique. Pour y parvenir, des solutions existent. L'instauration de coopératives minières transparentes, la création de brigades mixtes de surveillance associant forces de l'ordre et communautés locales, ou encore la traçabilité des flux d'or via des technologies blockchain. Ces pistes, déjà testées au Ghana ou en Afrique du Sud, ont permis de réduire le poids de l'économie informelle et de renforcer la légitimité de l'État. Troisième pilier, la coordination régionale. L'Alliance Sahel, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, amplifie l'impact des opérations et mutualise les renseignements. Dans un espace où les menaces franchissent les frontières sans obstacle, la solidarité entre voisins démultiplie la force collective. Cette alliance marque une rupture. La sécurité du Sahel ne dépend plus uniquement des agendas extérieurs. Pour illustrer ce point, rappelons que dans les années 2000, le manque de coopération entre les pays de la région avait permis aux groupes armés de se replier d'un territoire à l'autre, échappant ainsi à toute poursuite efficace. Aujourd'hui, la synchronisation des frappes et le partage d'informations en temps réel rendent ces stratégies de fuite beaucoup plus difficiles. Mais gagner des batailles ne suffit pas. La confiance de la population reste la clé de toute stratégie durable. L'État doit prouver, même dans les zones reculées, sa capacité à protéger, mais aussi à offrir des alternatives économiques et sociales. Des écoles ouvertes, des dispensaires actifs, la possibilité de vivre dignement. Voilà ce qui forge la légitimité et tarit le recrutement djihadiste. À Gao, par exemple, la réouverture d'un centre de formation professionnelle a permis à des dizaines de jeunes de trouver un emploi légal, réduisant leur vulnérabilité face aux recruteurs des groupes armés. De même, la restauration de marchés hebdomadaires sous protection militaire a relancé l'économie locale et redonné espoir à des communautés longtemps isolées. Les groupes armés, de leur côté, évoluant sans cesse. Chaque revers accélère leur mutation. Nouvelles alliances, tactiques hybrides, emprises sur l'économie locale. L'État doit anticiper, rester agile et ne jamais sous-estimer l'adaptabilité de l'adversaire. La vigilance doit rester totale, car l'endurance est la loi de cette guerre. L'équilibre entre répression et développement reste à réinventer en permanence. Trop de force sans perspective éloigne les civils. Trop de laxisme laisse prospérer les réseaux criminels. La résilience sahélienne exigera une capacité d'ajustement constant en phase avec les réalités mouvantes du terrain et les attentes des populations. L'autonomie régionale ne doit pas tourner à la simple substitution d'alliés. Nouer de nouveaux partenariats, oui, mais sans recréer d'autres dépendances toxiques. Le véritable enjeu, bâtir un modèle où l'Afrique de l'Ouest conçoit ses propres réponses sans pour autant s'isoler du monde. Ignorer ces défis, c'est risquer de répéter les erreurs du passé. Ou pire, manquer l'opportunité unique de redéfinir la souveraineté sahélienne. Les choix opérés aujourd'hui façonneront la stabilité, la sécurité et le développement de demain. À présent, un regard sur la réaction des puissances étrangères dont l'influence demeure palpable dans la région. Les enjeux locaux ne cessent de se mêler aux ambitions internationales. Le Sahel n'est plus un simple échiquier.
Désormais, la région se lève et tente d'écrire sa propre histoire, loin des récits imposés par d'autres. Pendant de longues décennies, le sort du Sahel se décidait au loin, sur d'autres continents, dans des réunions fermées et des capitales étrangères. Aujourd'hui, la logique s'inverse. Les frappes aériennes, coordonnées à Tabankour et à Ntile, ne sont plus seulement des démonstrations de force, elles incarnent une volonté nouvelle, celle de façonner son avenir, de gérer ses ressources et surtout de reprendre une souveraineté confisquée depuis trop longtemps. Au centre de cette transformation, le Mali et ses alliés sahéliens osent rompre avec les anciennes dépendances. Ils s'emparent de leur destin, mettant la coopération régionale au premier plan et reléguant la tutelle étrangère au passé. À chaque décision, ils posent les fondations d'une émancipation collective, ouvrant la voie à un modèle inédit où la région devient maîtresse de ses choix. Mais la route est piégée. Les enjeux sont colossaux, contrôler des frontières poreuses, protéger des richesses minières convoitées, restaurer la confiance de populations longtemps marginalisées. Pourtant, les menaces rôdent de toujours. Le moindre faux pas pourrait réactiver l'instabilité, ressusciter les anciennes influences ou permettre à des réseaux extérieurs de s'immiscer à nouveau dans la moindre brèche. Pour éviter ces pièges, il est essentiel d'apprendre des expériences étrangères. En Colombie, par exemple, la lutte contre les FARC dans les années 90 a montré que la reconquête du territoire passait aussi par le développement rural et l'intégration des populations locales dans les processus de décision. De même, l'exemple du Kurdistan irakien illustre que la coopération régionale et la création d'institutions solides peuvent transformer une zone de conflit en un pôle de stabilité relative. L'Alliance sahélienne est à la croisée des chemins. Son choix est posé, mais rien n'était gagné. Sa survie dépendra de sa capacité à s'adapter, à durer et à instaurer une paix solide et inclusive. Plus que la puissance des armes, ce sont des institutions résilientes et un sentiment d'unité qui feront la différence. Ce moment charnière écrit un nouveau récit pour le Sahel. Ici, la région n'est plus l'arrière-cour des stratégies étrangères, mais une actrice qui revendique la maîtrise de son destin. Alors, comment consolider ces avancées et éviter de retomber dans le cycle infernal de la violence et de la dépendance? Premièrement, il s'agit de renforcer la gouvernance locale. Cela signifie former et soutenir des administrations capables de répondre aux besoins de la population, même dans les villages les plus reculés comme Tabankour ou Ntile. En créant des conseils locaux inclusifs, où les représentants des différentes communautés participent aux décisions, l'État restaure la confiance et limite l'influence des groupes armés. Deuxièmement, investir dans l'éducation et la santé s'avère crucial. Ouvrir des écoles, former des enseignants, garantir un minimum d'infrastructures sanitaires, ces gestes simples peuvent transformer la vie quotidienne et offrir aux jeunes des alternatives concrètes à l'économie informelle ou à la violence. Dans certains villages du Niger voisin, l'arrivée d'enseignants itinérants a permis de réduire le taux de déscolarisation de moitié en 5 ans, preuve de l'impact d'une politique ciblée. Troisièmement, il est impératif d'encourager l'entrepreneuriat local. En soutenant la création de petites entreprises, en facilitant l'accès au microcrédit ou en valorisant les ressources locales à travers des labels de qualité, l'État peut stimuler une économie formelle et durable. Cette démarche, déjà amorcée au Burkina Faso avec le soutien de la Banque africaine de développement, a permis la création de centaines de coopératives agricoles et artisanales. Enfin, la lutte contre la corruption et l'impunité demeure essentielle. Chaque détournement de fonds, chaque acte d'extorsion ou d'intimidation affaiblit la légitimité de l'État et nourrit le sentiment d'injustice. Il s'agit donc de renforcer les mécanismes de contrôle, de promouvoir la transparence et d'associer la société civile au suivi des politiques publiques. Sur le plan sécuritaire, la formation continue des forces armées et de police constitue un gage d'efficacité. Des stages conjoints, des échanges avec d'autres pays africains ou la mise en place de centres régionaux de formation peuvent élever le niveau d'expertise et favoriser l'intégration des différentes unités. La gestion intelligente des ressources naturelles représente un autre axe stratégique. Au lieu de céder aux compagnies étrangères tout le contrôle des mines, l'État peut instaurer des partenariats équilibrés, exigeant des investissements dans les infrastructures locales, la formation des travailleurs et la protection de l'environnement. L'exemple du Botswana, qui a su transformer l'exploitation du diamant en moteur de développement national, montre que la valorisation des ressources peut profiter à l'ensemble de la population si elle est encadrée par des institutions solides. Pour finir, il ne faut pas négliger le rôle des femmes dans la stabilité et la reconstruction.
Dans de nombreux villages du Sahel, ce sont les femmes qui assurent tant la cohésion sociale, gèrent les solidarités et soutiennent l'économie informelle. En les associant davantage au processus de décision, en leur offrant des formations et un accès facilité au financement, l'État multiplie les chances de bâtir une paix durable. Ainsi, l'avenir du Mali et du Sahel ne dépend pas seulement de la capacité à frapper fort, mais surtout à construire patiemment, pierre après pierre, les bases d'une souveraineté partagée et inclusive. L'enjeu, au fond, n'est pas de choisir entre sécurité et développement, mais de réconcilier les deux dans une stratégie cohérente et ambitieuse. La route sera longue, semée d'embûches et de revers, mais chaque pas réalisé vers plus d'autonomie, de justice et de solidarité rapproche la région de ce moment où, enfin, son destin lui appartiendra pleinement. Dans l'ombre du désert, entre Tabencourt, Intillé et 1000 autres villages oubliés, se joue donc un pari immense, celui de transformer la fragilité en force, l'isolement en coopération et la défiance en espoir partagé. Face à l'histoire, le Mali et ses voisins avancent sur une ligne de crête. Rien n'est acquis, tout reste à inventer. Mais la volonté nouvelle de reprendre en main leur avenir, de conjuguer sécurité, développement et unité, ouvre une brèche dans la fatalité. La question qui demeure, en définitive, n'est pas de savoir si le Sahel vaincra ses démons, mais si, à force de courage, de lucidité et d'audace collective, il parviendra à écrire lui-même le